Bonjour à tout le monde et merci Christy pour ton introduction. Euh, voilà, je vais essayer de vous présenter un aperçu du marché coréen. J'espère que cela vous aidera à aborder celui-ci. Et j'ai bien su préparer la présentation en fonction de mes connaissances et de mon expérience, qui sont bien loin d'être illimitées. Donc je parle des choses que je connais le mieux, et si je passe à côté de sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à poser des questions. Et si je ne peux pas y répondre tout de suite en fonction des je vous le dirai, et j'essaierai de faire des recherches supplémentaires pour y répondre dans un second temps. Voilà. Euh, je vous avertis que la présentation que j'ai préparée n'est pas très visuelle. Il y a une couleur de fond catadois qui, j'espère, ne vous irritera pas trop. Il y a beaucoup d'informations, je ne crois pas que je lirai tout. Je vous invite à, par après, revenir sur les slides qui vous intéressent le plus ou que j'aurais passé trop superficiellement. Euh, voilà, et je serai ravi, bien sûr, par après, de répondre à vos questions. Je vais donc... un instant, on me demande si je mets pas la vidéo. Moi, je veux bien mettre la vidéo, mais je dois la enclencher. Tout à l'heure, c'était pas possible. Voilà, je pense que vous me voyez. Bonjour à tout le monde. Et voilà, moi, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et je vais commencer. D'abord par un aperçu de la Corée du Sud en quelques chiffres. Bon, je dis maintenant Corée du Sud, mais je vais certainement simplement dire Corée, mais je me réfère toujours à la Corée du Sud. Ici en Corée, personne n'utilise le mot Corée du Sud, c'est toujours Corée, et ça veut dire bien sûr le pays au sud du 38e parallèle. C'est une habitude un peu euh, psychologiquement importante pour les Coréens, du moins, qui pensent qu'un jour les deux Coréens vont se réunifier. Bon, c'est pas ici le sujet de la présentation, je passe, mais quand je parle de Corée, c'est la Corée du Sud. Quand je parle de traducteurs, j'inclus bien évidemment les traductrices, qui sont bien plus nombreuses en Corée aussi, comme dans beaucoup d'autres pays. Voilà, alors la Corée du Sud en quelques chiffres. Bon, c'est un pays relativement petit. J'ai fait un petit calcul, environ 100 fois euh, euh, plus petit que le Canada, ou plutôt 100 fois moins grand. Donc une superficie de 100 000 km². Une économie très bouillonnante et encore croissante. La Corée a bien sûr été touchée par la crise économique il y a quelques années, et elle l'est encore, mais résiste bien mieux que beaucoup de pays européens. Et donc voilà, c'est certainement familier des grands groupes industriels coréens. Voilà, ce sont eux qui tirent l'économie du pays, et qui sont ici vraiment incontournables. C'est une population très urbaine, environ 80% de la population vit en milieu urbain, et la population elle-même fait environ 51 millions d'habitants. Donc vous pouvez faire un calcul, 51 millions d'habitants sur une surface de 100 000 km², ça fait une densité de population assez élevée. Le taux d'alphabétisation, pardon, est également plutôt élevé, 98%, comme on dit en Belgique et comme on dit au Canada aussi, je pense. Euh, alors, quelques chiffres sur l'industrie du livre en Corée, dont on parlera pendant toute la présentation, mais pour l'aborder d'un point de vue plus statistique, le marché du livre coréen est, selon les sources, le 10e ou le 11e ou le 12e marché mondial du livre. Et c'est important de dire que c'est le 3e marché asiatique après les gros marchés que sont la Chine et le Japon. C'est un marché aussi qui est très tourné vers la traduction. Environ 25% de l'ensemble des livres publiés par les éditeurs généralistes sont en fait des traductions. C'est un taux qui est, comme on le verra plus tard, bien plus élevé que dans beaucoup d'autres pays. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui proportionnellement traduisent autant que la Corée. C'est un marché éditorial de taille comparable à celui du Canada, si on compare
compare les chiffres d'affaires des éditeurs, bien sûr, comme la population est différente, ce n'est pas tout à fait comparable, mais voilà, en termes de volume de vente. En termes de nombre de nouveaux titres publiés, bien, les chiffres de 2012, il y a un tassement, on le verra plus tard aussi, moins qu'en 2011 et encore avant, mais bon, il y a eu encore quand même 39 000 nouveaux titres environ publiés en 2012, c'est quand même un chiffre assez important. Et un autre mot encore sur le marché coréen, c'est que c'est un marché très homogène. Comme le pays est relativement petit, tout le monde parle le coréen, les caractères coréens, il n'y a pas vraiment de différences culturelles, il n'y a pas de différence de langue, et c'est un tissu, une densité de population importante, comme j'ai dit, donc tissu très urbain, et donc le marché est homogène, très fort centré sur Séoul et sa région, bien sûr, mais il y a aussi d'autres grosses villes comme Busan, comme Daegu, qui sont des villes de plusieurs millions d'habitants et qui sont aussi très actives et bien sûr, on y lit. Euh, voilà. En termes d'importation, d'exportation de livres et de contenu littéraire, je passe rapidement sur les statistiques que j'ai obtenues, comme la plupart des statistiques que vous verrez dans la présentation, ce sont des statistiques officielles en fait de l'association des éditeurs coréens, qui édite chaque année un yearbook et qui est sorti il y a 2 mois, estampillé 2013, en fait contient toutes sortes de statistiques en tout genre qui sont au mieux de 2012. Il y a toujours un certain retard. Comme vous pouvez le voir ici sur la page devant vous, les importations de livres et contenus littéraires sont toujours en général un peu plus importantes que les exportations. Les Coréens importent surtout d'Amérique du Nord et d'Europe et exportent principalement vers bon, aussi l'Amérique du Nord, c'est un grand marché, mais aussi vers les pays d'Asie du Sud-Est et le Japon. Euh, c'est le cas pour les livres, c'est le cas pour aussi surtout d'autres produits culturels comme la K-pop ou les films ou autres séries télévisées. Alors, en termes de maisons d'édition, là, c'est une particularité du marché coréen. Il y a énormément d'éditeurs qui sont enregistrés comme éditeurs en Corée. La plupart d'entre eux sont des one-man publishers qui sont juste enregistrés et qui ne publient rien ou quasi rien. En termes de chiffres, en 2012, il y avait plus de 42 000 éditeurs enregistrés en Corée. Et je mets ma main au feu qu'en 2013, ce chiffre a encore explosé, puisque c'est vraiment la tendance actuellement. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent un peu éditeurs, ils disent je vais m'enregistrer comme éditeur, c'est très facile, ça coûte pratiquement rien de s'enregistrer comme éditeur. Ensuite, bon, ce qui coûte, c'est de publier les livres, d'arriver à mettre la structure en place. Et ça, en général, ça ne suit pas trop. Je connais pas les statistiques exactes, mais je pense qu'il y a qu'une poignée d'éditeurs, qu'il y a peut-être quelques centaines d'éditeurs qui publient plus de 5 titres par an. Et un chiffre très éloquent, c'est que 94% des éditeurs qui sont enregistrés comme tels n'ont pas publié de nouveautés en 2012. Donc, euh, une autre particularité de ces maisons d'édition, c'est que même les grands groupes en Corée sont en général euh, détenus par une famille ou même une personne, ou un groupe de personnes, et donc c'est des éditeurs pour la plupart indépendants. Et il n'y a pas ce phénomène de concentration qu'on peut voir en France, par exemple, ou en Amérique du Nord, où des grands groupes détiennent un grand pourcentage du marché. En Corée, il y a quelques grands groupes d'édition, bien sûr, mais ils sont en général encore relativement indépendants dans leur structure et leur financement. Euh, En termes de détails, le commerce du livre passe par bien sûr les librairies qui sont pour un certain type de librairies un peu en voie de disparition. Malheureusement, les librairies indépendantes en Corée ont été vraiment très fort touchées par la crise et la concurrence des grandes chaînes. Euh, on estime qu'il y a moins de 1800 librairies en Corée actuellement,
c'est un nombre qui diminue chaque année. Il y a moins de 20 ans, il y en avait 3 fois plus. Et les principales chaînes de librairies n'ont pas vraiment fermé. Bon, il y a eu des fermetures, mais c'est surtout les libraires indépendants qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Alors ça, c'est une tendance bien sûr qui est assez triste et assez alarmante. Bon, les grandes chaînes de librairies, vous avez certainement déjà entendu parler, si vous connaissez un petit peu le marché coréen, de Kyobo. Kyobo, c'est la grande chaîne, c'est un peu la Fnac puissance 10 ici en Corée. Puissance 10, j'exagère un peu, mais ils détiennent 30% du marché. Il y a d'autres chaînes comme Bandian Lunit et Yongpong Books, donc YP Books, qui sont plus modestes. Et bien sûr, il y a le commerce en ligne qui représente environ 40% des ventes totales de livres. C'est un chiffre assez important qui est aussi en augmentation. Il faut dire qu'il y a énormément de services de type Amazon. Ici, Amazon n'est pas encore entré dans le marché, on en parle. Ce sera peut-être pour cette année, c'est pas sûr. Mais les Amazon locaux, c'est Yes24, Interpark et Aladdin. Interpark, le chiffre que vous avez devant vous, qui est plus important en fait que Yes24 est un peu tronqué parce que Interpark c'est un généraliste, une sorte de shopping mall, ils vendent beaucoup de livres, mais ils vendent aussi énormément d'autres choses. Tandis que Yes24, ils sont vraiment le leader en détail du livre, parce qu'ils vendent que des livres et des DVD, des CD, etc. Mais ils se concentrent sur ces ces produits culturels, tandis qu'Interpark est beaucoup plus diversifié, ils ont une agence de voyage, etc. Aladdin est un peu l'outsider, qui n'est pas non plus tout petit, mais oui, avec un type un type de clientèle plus axé sur euh, les, les romans et l'art. Donc il y a des livres qui se vendent bien d'un côté et moins bien de l'autre, c'est assez particulier, et vice versa. Et donc, voilà pour les principaux libraires en ligne. Bien sûr, les autres que j'ai cités avant, Kyobo, Banyan Lunis et YP Books, bien sûr, ils vendent aussi des livres en ligne. Et il y a aussi tous ces grands shopping malls généralistes qui vendent des livres également. Donc, c'est un marché déjà assez saturé en termes d'offres et de possibilités d'achat en ligne. Euh, donc, la concurrence est rude et on va voir un peu ce que fera Amazon quand ils essaieront de pénétrer le marché. Euh, bon, pour parler maintenant de la consommation de livres en tant que telle et les habitudes de consommation et de lecture des Coréens, c'est là où on a déjà vu que bon, il y avait des statistiques pas très euh, joyeuses pour les libraires indépendants. Les éditeurs aussi commencent à pas mal paniquer, puisque les chiffres que je vais vous donner les pages qui suivent sont en général tendent vers le rouge et parfois carrément. Les tendances sont plutôt à la contraction du marché. Les dépenses mensuelles pour les livres et les biens culturels en général, mais surtout pour les livres, diminuent et représente actuellement moins de 19 dollars US par foyer, donc par mois. Les statistiques, les différents sondages qui ont été effectués montrent que 12% des Coréens ont dépensé plus pour les livres en 2012 qu'en 2011, mais 27% ont dépensé moins. Le marché du livre numérique, les e-books, c'est un peu différent. Il est encore assez petit, très limité encore, donc il grandit heureusement. Donc il y a 36% de personnes interrogées qui ont dépensé plus pour des livres numériques, tandis que 7% avaient dépensé moins. Et c'est un petit peu à prendre avec des pincettes puisque le marché du livre numérique est encore, comme on le verra, comme je l'expliquerai dans quelques instants, très limité. Euh, En fait, ce dont les éditeurs se plaignent amèrement et régulièrement, et c'est un peu le refrain que l'on entend presque quasi tous les jours, c'est que l'Internet et les appareils intelligents comme les smartphones
euh, sont en train de tuer la lecture en tant que loisir, en tant qu'habitude. Moi qui prends le bus tous les jours, et qui suis à Séoul depuis 8-9 ans, je me rends compte que effectivement les gens qui prennent le métro, les gens qui prennent le bus, il y a même 5 ans, on les voyait encore lire des livres, maintenant c'est de plus en plus rare. C'est chacun. J'imagine que c'est pas un phénomène propre à la Corée, mais les Coréens euh, sont très connectés et c'est un phénomène assez extrême ici en fait. Et donc la consommation de livres en Corée est maintenant un niveau extrêmement bas par rapport aux années précédentes, probablement son niveau le plus bas depuis plus de 10 ans. D'après certaines sources, on dit que les Coréens lisent en moyenne environ 25 minutes par jour. Les gens qui lisent beaucoup plus, et les gens qui lisent beaucoup moins, et il y a des gens qui lisent pas du tout. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que la moyenne de euh, d'utilisation journalière d'Internet et surtout de messagerie et de jeux vidéo et se compte en heures plutôt qu'en minutes. Donc voilà pour une idée des habitudes de lecture. Encore quelques chiffres ici par rapport aux préférences livre papier, livre numérique. Là, l'écran que vous avez devant les yeux parle pour lui-même. 56% des Coréens ne lisent que des livres papier encore, tandis qu'il n'y a encore que 2% des Coréens interrogés qui ne lisent que des livres numériques. Bon, 13% lire les deux. 29% ne lisent pas du tout. Et ça, c'est un peu le point noir au tableau. Et par ailleurs, 29% déclarent aimer lire, tandis que 32% disent ne pas aimer lire. Et les autres, ils n'ont pas l'air d'être très sûrs si ils aiment la lecture ou pas. En termes de temps de lecture, on a parlé de 25 minutes par jour, oui, en moyenne. Euh, c'est un, c'est une moyenne qui est en train de diminuer. 12% ont augmenté leur temps de lecture en 2012, tandis que 42% ont réduit leur temps de lecture de livres. Bien sûr, la lecture en général peut-être gagne, puisqu'on lit tout le temps les yeux rivés sur un écran, et pas toujours que pour des images, mais aussi énormément de messageries instantanées, etc. Mais en termes de lecture de livres, c'est une habitude qui est en train de se perdre un peu dans la nouvelle génération. Euh, alors, pour parler des statistiques concernant les bibliothèques, assez rapidement, il y a un peu moins de 800 bibliothèques publiques en Corée, en Chine de 2012. Il y en a évidemment beaucoup plus si on compte les bibliothèques des écoles et des universités, environ plus de 13 000. Alors, la fréquentation des bibliothèques est plus féminine que masculine. 36% des femmes et 29% des hommes se rendent en bibliothèque au moins une fois par an. Alors, pour les librairies, c'est également plus en faveur des dames qui sont 56% à se rendre en librairie au moins une fois par an et 49% des hommes. Euh, on peut voir dans le tableau en bas de la page qui montre la fréquentation des bibliothèques et librairies par tranche d'âge. Il faut voir que les teenagers se rendent énormément en bibliothèque et en librairie. Je les soupçonne de ne pas y aller pour vraiment acheter des livres, mais surtout pour étudier. Ils sont tous très occupés à étudier beaucoup, et c'est pas vraiment une tendance positive ici, puisque c'est plutôt du bourrage de crâne, il y aurait beaucoup à dire sur le système éducatif en Corée, donc c'est pas l'objet de cette présentation-ci, mais c'est clair que c'est aussi une tendance qui affecte le monde du livre, puisque il y a beaucoup plus en plus de jeunes qui lisent. Moi, je ne lis pas pour le plaisir parce que j'ai pas le temps, je dois étudier. Beaucoup de gens lisent des ouvrages qu'ils doivent lire pour l'école ou qui leur ils disent ils vont apprendre quelque chose, mais la pure lecture pour le plaisir est quelque chose qui est un plaisir en fait qui se perd ici en Corée, notamment à cause de l'école et du système éducatif qui met beaucoup de pression sur les élèves. Bon, je clôt la parenthèse. Ensuite, au fur et à mesure des tranches d'âge, au plus on est âgé, au moins on sera en bibliothèque et en librairie. Bon, c'est probablement aussi une particularité de la Corée. Alors, c'est quelque chose qui est très étonnant, pas si étonnant si on connaît un peu le système
un peu assez macho et conservateur en Corée, c'est que 54% des célibataires vont en bibliothèque, tandis que ce chiffre tombe à 20% pour les gens mariés. Même chose pour la librairie, 70% des personnes interrogées célibataires se disent se rendre en librairie au moins une fois par an, alors que seulement 44% des gens mariés s'y rendent au moins une fois par an. Donc c'est clair que le mariage n'a pas vraiment une influence positive sur les habitudes de lecture. On peut voir un point positif dans le fait qu'il y a un taux de divorce très important en Corée. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas dit dans la chanson, si les gens euh, qui divorcent recommencent à lire plus, on peut l'espérer, ça n'est pas perdu. Euh, et donc, oui, cette page qui commence par une industrie en pleine crise, simplement parce que les chiffres parlent pour eux-mêmes. En termes de nombre de nouveautés, on était sur les dernières années toujours, donc je parle ici de la production éditoriale, en termes de nombre de nouveautés, on était toujours au-dessus de la barre de 40 000 titres, en 2010 45 000, en 2008 43 000, en 2011 un regain 44 000, et maintenant on est à un peu plus de 39 000. Donc en dessous de la barre des 40 000, c'est une chute de 10% de la production éditoriale en un an. Ce sont des statistiques de 2012, mais il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'en 2013 a été meilleur. En fait, probablement qu'il y a eu aussi en 2013 une contraction de 10%, voire plus. Alors dans ces nouveautés, environ un quart sont des traductions, donc plus de 10 000 traductions pour 2012 par exemple. Bon, il y en avait plus en 2011, donc c'est encore un chiffre important, plus de 10 000 traductions en 2012. C'est un chiffre important, mais c'est aussi une chute de 12,3%. J'ai ajouté quelques chiffres pour montrer dans certains, non pas tous les segments, mais certains segments parmi ces traductions, donc la littérature traduite, les sciences sociales, la jeunesse, bande dessinée, bon, ils ont tous chuté, surtout la jeunesse qui a plus un repli de 21%. Les secteurs en fait du marché où le nombre de nouveautés a le plus diminué en 2012 sont l'éducation, les livres scolaires, euh, la jeunesse, donc les livres pour enfants et, euh, et même jeunes adultes, et les livres de sciences et la bande dessinée. Tous euh, vu une réduction du nombre de nouveautés. Les seuls secteurs où il y a eu une augmentation du nombre de nouveautés par rapport à 2011, en 2012, sont l'histoire, la philosophie et les sciences sociales. Ce sont les trois seuls. Euh, bon, pour vous donner un aperçu des principaux secteurs du marché, je pense que c'est un peu les secteurs des répartitions similaires à d'autres pays. Ce que je voulais montrer, c'est que la proportion des nouveautés et la proportion des exemplaires, du nombre d'exemplaires imprimés n'est bien sûr pas la même. Par exemple, 20% des nouveautés sont de la littérature, poésie, etc. Et en fait, en termes de proportion des exemplaires imprimés, c'est un peu moindre, c'est 17%. Tandis qu'en jeunesse et par exemple en éducation, la proportion des exemplaires imprimés euh, est plus importante puisque les tirages sont plus importants également. Donc les secteurs plus importants, bien sûr, c'est la littérature, 20%, littérature au sens large, incluant la poésie et un certain nombre d'essais également. Euh, la, L'édition jeunesse fait environ 20% du marché également, en termes de nouveautés. La bande dessinée, 13%. Les tirages sont moindres aussi et le marché est en train d'un petit peu perdre de la vitesse, mais bon, c'est quand même encore un marché important ici. La bande dessinée ici en Corée, c'est surtout le manga et le manhwa. Il y a une petite portion du marché qui est en fait des titres traduits d'Amérique du Nord et d'Europe. Euh,
Voilà pour d'autres statistiques encore en termes de moyenne de premier tirage. Par exemple, un premier tirage en littérature situé vers 1800 exemplaires. En sciences sociales, c'est un peu moins, 1600. En jeunesse, c'est encore 3500 exemplaires. Donc, c'est un chiffre qui est diminué par rapport à l'année précédente, par rapport à 2011, mais ce sont quand même des tirages plus importants que la littérature ou les sciences sociales. La bande dessinée aussi est assez bas, un premier tirage moyen d'environ 1400 exemplaires. Le prix moyen des livres, bien sûr, c'est un prix moyen, donc c'est à prendre prudemment. Le prix moyen augmente par contre chaque année. En 2012, le prix moyen était d'environ 13 dollars US. Euh, et le nombre d'exemplaires imprimés total a, en 2012 n'a pas dépassé les 87 millions d'exemplaires. Et c'était la première fois, je pense, en 10 ans que la production éditoriale n'a pas dépassé les 100 millions euh, d'exemplaires imprimés. Donc, c'est par rapport à 2011 une chute de 21%. C'est assez énorme et ça montre le pessimisme des éditeurs, la frilosité qu'ils ont maintenant à publier beaucoup moins qu'ils le faisaient avant, puisque les ventes ne suivent pas et beaucoup d'entre eux décident d'être beaucoup plus prudents en termes de volume de production. En fait. Les seuls secteurs du marché où il y a eu plus d'exemplaires imprimés en 2012 par rapport à 2011, c'est donc l'histoire, la philosophie et les sciences sociales, qui sont les secteurs qui résistent en fait le mieux. Alors il y a, comme au Québec, je pense, depuis récemment, au Québec récemment et encore depuis environ 10 ans, une loi sur le prix unique du livre. Alors si vous avez je suis pas un spécialiste, mais si vous avez des questions, vous pouvez, je vous invite à les poser, j'essaierai de répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi dans son état actuel oblige les éditeurs à fixer un prix unique, bien sûr, c'est le but de la loi, et à l'imprimer sur la couverture. Euh, les détaillants ne peuvent pas, sur ce prix fixé à l'avance par l'éditeur, les détaillants ne peuvent pas pratiquer des rabais supérieurs à 10% pendant une période de 18 mois à compter de la publication. Alors maintenant, il y a des moyens de contourner ceci. Par exemple, ça peut devenir 10 plus 10 par des systèmes de mileage, un système de fidélisation qui font que, en fait, il y a pas mal de pratiques, surtout en ligne, qui font que des rabais plus importants sont, même pour les nouveautés, sont octroyés. Et toutes ces imperfections, ces possibilités de contournement de la loi en font que, en fait, les éditeurs crient euh, je ne sais pas si crier est le bon mot, mais en tout cas souhaite que la loi soit revue et renforcée. Et ça fait pas mal de temps qu'elle est discutée à l'Assemblée nationale. On a cru à un moment l'année dernière qu'elle allait être passée, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc c'est encore en suspens et il n'y a pas eu de développement récemment pour le renforcement donc, de la loi du prix unique du livre. Donc le prix unique en n'est pas en péril. C'est un système qui fonctionne ici d'une certaine manière, mais qui est encore beaucoup trop poreux et qui permet beaucoup trop d'abus. Et donc, les éditeurs souhaitent, encore une fois, réaffirmer la particularité, l'exception culturelle du livre, qui n'est pas qui n'est pas un produit comme les autres, et la nécessité de protéger la diversité et de protéger en même temps les plus petits revendeurs, les librairies. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont les arguments classiques qui disent qu'il n'y a pas de raison de faire une exception pour le livre qui est un produit comme les autres. Donc voilà, c'est en débat et c'est en débat encore à l'Assemblée nationale actuellement. Un autre point sur la politique du prix ici en Corée, il n'y a pas de TVA sur le livre, ni
papier bien sûr, mais mis sur les livres électroniques. Euh, alors, justement, pour parler des livres électroniques, il y aurait beaucoup à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore vraiment assez embryonnaire comme marché, mais ça bouge, bien sûr. Bon, si vous connaissez un peu la Corée du Sud, vous savez que c'est un pays extrêmement connecté, très avancé en IT et c'est en fait un marché saturé de téléphones portables et surtout qui sont tous devenus récemment depuis moins de 5 ans des smartphones, tout le monde en a un, il y a un taux de pénétration extrêmement élevé. Et donc on pourrait croire que l'adoption de livres électroniques, de livres numériques se ferait assez naturellement. En fait, c'est un peu c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est pour les raisons que j'ai expliquées déjà, que j'ai évoquées. En fait il y a beaucoup trop de concurrence au livre aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de possibilités de se distraire par beaucoup trop d'autres moyens avec ces machines infernales. Et donc, effectivement, la lecture en tant que loisir en prend un coup. Bon, il y a beaucoup de gens qui lisent des webtoons, par exemple. Euh, mais sinon, bon, bien sûr, il y a des gens qui lisent des livres numériques, mais ça commence vraiment très doucement. On estime que le marché du livre numérique par rapport au marché global est encore à environ 2 à 4%. Il y a évidemment des éditeurs qui sont plus proactifs et pour qui le livre numérique représente jusqu'à 10% par exemple de leur chiffre d'affaires. Ce sont encore des exceptions. Mais cela explique quand même que de manière très proactive aujourd'hui, la plupart des éditeurs essayent de mettre à jour leur catalogue et de rendre beaucoup de titres de leur backlist disponibles en numérique, même si les ventes ne suivent pas trop. Donc ça explique qu'il y a en 2012 plus de 500 000 livres numériques qui ont été publiés. Et il y a énormément de sociétés qui se spécialisent dans la production ou dans la vente. Donc il y a bien sûr les détaillants habituels qui ont des plateformes en ligne. Et il y a d'autres vendeurs simplement d'e-books. Il y a notamment un des leaders de marché, c'est Ready Books. Ça s'écrit RIDI. Donc Ready Books est un des leaders aujourd'hui du marché de la vente de livres numériques et probablement va continuer à grandir pas mal. Euh, donc voilà, pour vous donner une idée, bon, aujourd'hui le marché du numérique est de 2 à 4% ici en Corée. Bon, vous connaissez les statistiques d'Amérique du Nord qui sont évidemment 10 fois plus élevées, voire plus. Au Japon, le pays voisin, c'est évidemment un plus grand marché d'édition, mais euh, ce, quand on dit le Japon, on dit aussi qu'il est assez conservateur, qu'il n'a pas vraiment adopté l'e-book encore, mais en fait, la Corée est encore bien plus à la traîne, puisque on estime qu'aujourd'hui, environ 10% du marché du livre japonais est numérique. En Corée, on est encore vraiment très loin de cela. Ça explique pas mal de choses, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je viens déjà de, de parler d'aborder pas mal de points. Juste encore un mot, c'est que oui, il y a évidemment énormément de différents types d'appareils qui permettent de lire les livres numériques. Les Coréens préfèrent leurs smartphones et leurs ordinateurs et les tablettes. Les liseuses dédiées à la lecture de e-books sont extrêmement peu populaires ici. Il y a eu pas mal de tentations. Pardon. Je sais pas si c'était apparemment pas des tentations pour les lecteurs puisque ça n'a pas marché. Il y a eu des tentatives de la part des gros acteurs du marché, notamment la plupart des détaillants en ligne ont lancé se sont alliés pour promouvoir une liseuse qui s'appelle Crema, qui présentait d'ailleurs comme le Kindle coréen. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, même si les prix étaient très bas et l'offre pouvait paraître alléchante. Kyobo aussi, le gros acteur sur le marché qui fait en général bande à part, a sa propre plateforme et sa propre liseuse qu'on appelle, qui a été baptisée Tab. Bon, ils ne le disent qu'à demi-mot, mais ça a été un échec commercial toute la ligne en fait. Donc les lignes ne marchent pas en Corée, du moins pas encore. Et il y a peu de chances que ça marche puisque les Coréens aiment trop leurs gadgets et leurs smartphones. Et donc je vois peu de Coréens trimballer un appareil en plus. Et donc l'appareil qui passe à la trappe, c'est la liseuse.
Bon, pour parler des secteurs qui se développent quand même, parce que tout n'est pas noir, les secteurs clés du marché du livre numérique en Corée, c'est le roman, les sciences sociales, les guides de développement personnel, donc les fameux self-help books qui marchent très fort en Corée et que j'appellerai, vous me pardonnerez, dans la suite de la présentation, je parlerai de self-help. Euh, je m'excuse pour les anglicismes qui parsèment ici et là, j'ai essayé de diminuer, mais je suis moins à la pointe que vous l'êtes au Québec. J'espère que je vais froisser personne. Et encore un autre marché, un autre secteur du marché du livre numérique qui vend, qui se développe, c'est les livres de commerce, donc les livres de business, pardon. Alors, pour parler des best-sellers, c'est intéressant, j'en beaucoup les éditeurs, mais ici, c'est surtout, bon, ce n'est qu'un top 10, et c'est un top 10 toutes catégories confondues, donc c'est un peu un mélange, mais ça peut vous donner quand même un aperçu de ce qui se vend en Corée. C'est le top 10 de Kyobo. En fait, Kyobo, dont j'ai parlé, c'est le leader, et il n'y a pas vraiment de liste autoritative, à part la leur, en fait, la liste de Kyobo, en général, la liste qui fait... euh, la liste que l'on consulte. Il y a un mix de romans, de livres de self-help et d'essais, un mix d'auteurs coréens, d'auteurs français, d'auteurs japonais. Et en fait, si on prend les différentes listes de meilleures ventes, hein, c'est un mix qu'on retrouve souvent. Euh, donc, évidemment, beaucoup d'auteurs coréens, mais aussi pas mal d'auteurs étrangers qui marchent très fort et qui marchent pas seulement sur un livre, mais qui marchent sur pratiquement chacun de leurs livres, parce que les lecteurs sont très loyaux. On va en parler dans une minute. Les gros vendeurs ici vendent vraiment beaucoup. Euh, donc, je vous laisse consulter la liste des best-sellers à votre aise un peu plus tard. Les couvertures aussi, que j'ai souhaité mettre, histoire de couvrir un peu la couleur de fond et vous montrer qu'elles sont bien bigarrées, bien colorées et pas vraiment sobres comme peuvent l'être parfois les, euh, les couvertures, les collections blanches d'éditeurs français par exemple, qui ont ma préférence personnelle, mais ici en Corée, ça marche pas trop. Ici, ça marche. On met beaucoup de bandeaux colorés avec énormément d'informations sur les couvertures. Voilà, ce sont les 10 couvertures du top 10 de Kyobo en 2013. Pour voir un aperçu rapide des best-sellers, là, c'est plus Kyobo, mais c'est les statistiques de Yes24, donc, mais toujours l'édition papier, mais vente en ligne. Le plus gros vendeur en ligne a mis à disposition certaines statistiques sur ses ventes, et notamment sur les, les titres qui faisaient partie du top 100 des meilleures ventes de 2009, 2010, 2011, 2012. Vous voyez l'évolution, la littérature coréenne se maintient à un niveau très honorable, en général à 20% des ventes. La littérature étrangère, par contre, a pas mal plongé. C'est une des tendances fortes de ces dernières années, parce que la littérature étrangère, qui est une part importante du marché quand même, génère beaucoup moins d'intérêt et beaucoup moins de ventes qu'avant. Donc, si on compare le chiffre de 2012 avec celui de 2009, il y avait la moitié moins de best-sellers dans le top 100. Bon, des secteurs comme la jeunesse, comme les langues ou le self-help se maintiennent. En 2012, vous pouvez voir quand même les livres de développement personnel, de self-help, et je vais l'expliquer dans une minute, on fait un bond. Il y a eu 19 titres dans le top 100 de 2012. Voilà, pour cette page-ci. Dans du côté du livre numérique, les secteurs les plus populaires sont, on a déjà parlé, les romans et essais, self-help, sciences sociales et commerce, économie. Voilà, ça dépend un peu des plateformes. Là, j'ai mis des statistiques qui se réfèrent aux ventes, au top 20 des livres numériques chez Kobo en 2012 et au top 20 des livres numériques chez Yes24 en 2012, pour vous donner une idée. Chez Kobo, par exemple, en 2012, le best-seller numéro 1 est différent de chez Yes24.
Le best-seller chez Kobo, comme livre numérique, le livre numérique c'était mieux vendu chez Kobo en 2012, c'était un roman coréen. Chez Yes24, c'était 50 nuances degrés. L'auteur E.L. James a placé dans le top 10 de Yes24, donc en livre numérique toujours, 4 volumes, non, même 5 volumes. Ça s'explique pas, bon, c'est une trilogie, mais en fait, chaque livre est divisé en deux. Je vais montrer cette pratique un peu plus tard aussi. Lorsque les livres sont un peu trop gros, en général, les éditeurs les scindent. Et donc, il y a le 50 nuances degrés tome 1, tome 2, et le numéro 2, je ne me rappelle plus du titre, il y a eu aussi tome 1 et tome 2. Donc, il y a eu 6 tomes en tout sur la série de 50 nuances degrés. Ça n'a pas été un succès énorme comme dans les autres pays en Europe et en Amérique du Nord. Mais par contre, en e-book, en livre numérique, ça connaît pas trop mal vendu. Le numéro 1 en e-book sur pratiquement toutes les plateformes l'année dernière, en 2013, c'est un livre, un des gros best-sellers, je crois euh, le troisième plus gros best-seller, non pardon, le quatrième plus gros best-seller de l'année en livre papier est La Grande Jungle. C'est un livre d'un auteur coréen déjà assez âgé qui était pas très connu, et c'est un livre aussi en 3 volumes sur la Chine. Donc La Grande Jungle, c'est une référence à la Grande Muraille de Chine, mais qui est transformée ici en La Grande Jungle. C'est vraiment un des tout gros best-sellers de l'année dernière, et il trône encore sur les listes de cette semaine. Alors, les grosses tendances du marché, assez rapidement, ça peut, j'imagine, vous intéresser. Ce sont des tendances qui ont commencé non seulement qui ont commencé il y a plusieurs années déjà, mais qui se confirment. Il y a ce qu'on appelle le healing. C'est vraiment une mode, mais c'est une mode qui a l'air de durer assez. Qui sont en fait sont des guides de méditation, de philosophie pratique. C'est très large comme label, le healing. C'est en général des guides qui apprennent à trouver le bonheur ou la sagesse. Et notamment, il y a beaucoup de, de, de titres de healing qui sont écrits par des philosophes et des moines bouddhistes, comme un moine japonais par exemple, ou pas mal de moines coréens, dont Hemin, qui est l'auteur qui a été la meilleure vente de 2013 chez Kobo, et je crois en 2012 également, donc 2 années de suite. C'est assez phénoménal comme vente. C'est un ouvrage assez fin, assez peu volumineux, qui s'appelle Les choses que l'on ne voit pas lorsqu'on s'arrête. Je ne l'ai pas lu, mais c'est vraiment un symptomatique de cette tendance de healing qui marche très fort en Corée pour l'instant. Alors il y a aussi une autre tendance qu'on qualifie un peu de fable pour adultes, qui sont des histoires assez plutôt réjouissantes que déprimantes, avec des choses à apprendre, une morale ou simplement amusantes, comme on peut lire des histoires des enfants, mais là c'est pour les adultes. Et il y a eu par exemple l'année dernière Le Voyage d'Hector ou La Recherche du bonheur de François Lelore. C'est un livre de 2004 qui a été un énorme best-seller et qui est encore aujourd'hui. Pourquoi un livre de 2004 devient un best-seller comme ça? C'est quelque chose que je veux aussi vous expliquer dans une minute. C'est parce qu'en fait, on en a parlé à la télé. Voilà, une grosse influence, une grosse tendance aujourd'hui, c'est l'influence de l'entertainment sur les ventes. Voilà, alors il y a aussi un regain d'intérêt pour la Chine, comme par exemple dans La Grande Jungle de l'auteur Zhou Junlei, qui a été écoulé en fait l'année dernière à plus d'un million, pratiquement 1 million d'exemplaires, et qui continue à se vendre fort. Alors, si on veut schématiser en secteurs, les secteurs dont la popularité est en train d'augmenter, du moins constamment augmenté durant ces 5 dernières années, c'est la littérature coréenne qui se renforce pour différentes raisons. Les sciences humaines et les livres de self-help dans lesquels on met le healing, et donc qui bénéficient de cette tendance, de cette mode. Et puis les secteurs dont la popularité a diminué, malheureusement la littérature étrangère, les langues et les livres de business, commerce, économie. Alors, je viens juste d'en parler un instant. L'entertainment, c'est vendre. Donc, soit évidemment, bien sûr, comme partout, les superproductions hollywoodiennes boostent
les, les ventes de livres, bien sûr, c'est pas nouveau. En Corée, il y a la particularité qu'il y a évidemment, bien sûr, il y a une industrie cinématographique assez importante, et donc si les livres sont adaptés au cinéma en Corée par les Coréens, c'est bien sûr, en général, bon, de la littérature coréenne, c'est bien sûr des best-sellers assurés. Pour la télévision aussi, il y a des livres qui sont adaptés en série. La production de séries en Corée est très très importante et s'exporte un peu partout en Asie, même ailleurs dans le monde aussi. Et donc, il y a un certain dynamisme. Et alors, il y a une tendance actuelle, c'est le product placement. Ici, on dit le PPL, qui est payant, bien sûr. Par exemple, ce n'est pas dans ma présentation, mais le livre numéro 1 actuellement, maintenant, aujourd'hui en Corée, c'est un livre de Kate DiCamillo qui s'appelle The Miraculous Journey of Edward Tulane. C'est un livre de 2006 qui a été propulsé au sommet des ventes récemment par une série où le livre apparaît, les héros de la série télévisée lisent des extraits du livre et c'est une série qui marche très fort et donc le livre marche très fort et le numéro 1 pour l'instant en Corée. C'est une tendance un peu alarmante, puisque maintenant on se dit les livres ne peuvent pas plus se vendre par leur propre valeur, il faut les coups de pouce d'autres médias, donc on a pratiquement n'importe quel type de couverture médiatique est bonne à prendre et pas seulement les articles dans les journaux, mais surtout en fait ce qu'on appelle les celebrity endorsements et les product placements. Désolé, je parle de plus en plus en anglais. Parce que vous me faites signe si je franchis la ligne rouge. Voilà, donc comme je le disais, pratiquement n'importe quelle couverture médiatique est bonne à prendre. Il y a aussi une tendance, donc c'est plus marginal, mais par exemple, certains éditeurs se disent, ben, on va vendre un livre étranger en le faisant traduire par quelqu'un de connu. Bon, évidemment, il y a des traducteurs qui sont connus, qui sont célèbres comme traducteurs, ça, il n'y a pas de problème, mais surtout qu'ils sont de bons traducteurs et c'est normal que les gens s'intéressent à leur traduction. Mais il y a parfois des traducteurs non expérimentés qui sont en fait des personnes du showbiz par exemple, je peux vous donner un exemple, un livre brésilien de Chico Buarque, euh, donc qui, qui a été traduit en anglais sous le titre de Spilt Milk. En français, c'était quand je sortirai d'ici, je publié chez Gallimard, je crois. Non, pardon, c'était un autre livre excusez-moi, c'est un autre livre de type Bouarki qui s'appelle Budapest. Et ce livre a été traduit récemment par un musicien. Comme Chico Buarque est un écrivain, mais aussi musicien très connu au Brésil, l'éditeur s'est dit, on va faire traduire le livre par quelqu'un qui, bon, probablement connaît quand même la, la langue, la langue dont le livre a été traduit, mais c'est un livre écrit en portugais. Je doute qu'il connaisse le portugais, probablement que le titre a été que le livre a été traduit de l'anglais ou qu'il a été aidé. Et donc on met un joli bandeau autour du livre pour dire, avec la photo du musicien coréen, en disant voilà, je recommande ce livre et en plus même je l'ai traduit. Voilà, donc c'est parfois pour le pire et le meilleur, c'est du pratique, mais ça reflète une tendance assez forte en fait d'essayer de vendre par d'autres moyens que par la valeur propre du livre. Alors, bon, pour maintenant parler de la littérature étrangère en Corée, j'ai mis quelques noms de romanciers canadiens que je sais être publiés en Corée et des auteurs de bande dessinée également. Bon, il y a bien sûr énormément d'autres auteurs qui ne sont pas, qui sont aussi des journalistes qui publient des livres en non-fiction, des essais et documents. Je ne les ai pas répertoriés ici. Pour vous dire une statistique importante, c'est que la langue dont on traduit le plus vers le coréen, c'est le japonais, de loin. Environ 40% de toutes les traductions sont du japonais. Ce qui veut dire qu'en fait, environ 10% du marché du livre, ce sont des livres japonais traduits en coréen. Mais les langues suivantes, les, les, les langues les plus traduites ensuite sont l'anglais et le français. Et puis ensuite, bon, l'allemand, le chinois et d'autres langues. Mais donc, l'anglais et le français étant des langues très traduites ici aussi en Corée, c'est évidemment un grand avantage pour les éditeurs canadiens qui
sont donc bien placés naturellement pour essayer de trouver des possibilités de placer leur livre et de présenter leur livre au public coréen. Surtout que, en fait, le français et l'anglais sont deux des langues pour lesquelles il n'est pas encore trop difficile de trouver un bon traducteur. Dès qu'on sort un peu de ce cercle de chinois, japonais, anglais, français, espagnol, même c'est pas facile. Italien, portugais, c'est déjà vraiment difficile de trouver des bons traducteurs. Alors pour le danois, le tchèque et le néerlandais, par exemple, même encore des langues qui ont un rayonnement international important, c'est carrément mission impossible. Donc ce que les éditeurs font souvent, c'est passer par une langue intermédiaire. J'en parlerai dans quelques instants. Alors de nouveau une liste, là je vais passer très rapidement, mais par rapport aux auteurs étrangers, les romanciers étrangers les plus vendus en 2013, là j'ai mis le top 20, ça vous mettra, ça vous donnera une idée. Il y a des auteurs japonais bien sûr, français, euh, américains, suédois, ça c'est assez nouveau, c'est nous, Open Book, qui l'avons publié, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui est assez fort marché ici en Corée. Sinon, il y avait bien sûr Histoire de Pi, Ian Martel, et bien sûr l'effet Nobel de littérature avec Alice Munro qui a pas mal marché. En fait, au moment où le Nobel lui a été décerné, il n'y avait que 2 livres deux traductions disponibles sur le marché. Donc ces deux-là ont très fort marché, notamment La danse des ombres heureuses, qui a été publié par Hong Jin, qui a dit à mon avis être très heureux des résultats de la délibération de, du comité Nobel. Euh, voilà pour un aperçu sur un laps de temps plus long. Sur les 10 dernières années, Kyobo a récemment euh, rendu public ces statistiques qui sont assez intéressantes, qui montrent en fait, les 10 auteurs étrangers les plus populaires au cours des 10 dernières années en Corée. Le nombre d'exemplaires qui sont indiqués là sur la page, ce sont des ventes que chez Kyobo, donc bien sûr les ventes sont bien plus importantes, mais ce sont déjà des chiffres assez impressionnants. Les 2 auteurs vraiment pratiquement ex aequo les plus populaires ici en Corée, les auteurs étrangers bien sûr, c'est Bernard Werber et Haruki Murakami, qui sont 2 superstars ici. Paulo Coelho, bien sûr, Dan Brown, J.K. Rowling, tous les gros noms. Et alors, en fait, c'est important de remarquer, bien sûr, ça reflète un peu l'état le marché de la traduction ici en Corée, c'est qu'il y a 4 auteurs japonais, 4 romanciers japonais dans le top 10 des auteurs, des meilleurs vendeurs des 10 dernières années. Donc 4 japonais, 2 français, 2 américains, une anglaise et un brésilien. Voilà. Alors, pour parler maintenant de la section de droit, il y a beaucoup d'informations dans les slides qui viennent. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je pense que je suis un peu plus bavard que je l'étais lors de la présentation en anglais. Les principales maisons d'édition généralistes que vous voyez ici à l'écran, ce sont probablement ceux, si vous vendez de la littérature ou des livres jeunesse, c'est vraiment ceux auxquels vous aurez affaire. Ils ne sont pas tous des gros traducteurs. Par exemple, Changbi, qui est un gros éditeur coréen, qui a une grosse production et qui publie beaucoup de best-sellers d'auteurs coréens, ne traduit très peu. Mais par contre, Book 21, Minak Donghae, Minemta, qui est aussi un très gros groupe, sont des gros traducteurs et des gros acheteurs de droits. Maintenant, ils sont tous un peu calmés vu la tendance du marché, mais ils sont quand même encore des interlocuteurs intéressants pour vous. Et ils ne sont pas toujours trop obsédés par les ventes. Il y a encore des deals qui se font sur base de voilà, on croit dans un projet, même s'il n'est pas trop porteur a priori commercialement, et on se dit que ça vaut vraiment la peine de publier. Lui-même ça a un catalogue extraordinaire, on a publié des choses vraiment très très bonnes aussi. Vous pouvez essayer de faire chez Open Books, mais on est quand même plus petit. Vous voyez en 24e position sur la liste que je vous donne. Il y a aussi, bien sûr, incontournable dans le système de la section de droit en Corée, les agences littéraires. Vous êtes certainement déjà en contact avec certaines agences. Moi, je connais bien certaines d'entre elles avec lesquelles je travaille, moi, en tant qu'acheteur.
voilà, il y a les 4 grandes agences avec lesquelles je travaille, et puis il y a beaucoup de plus petites agences peut-être parfois même plus dynamiques et plus flexibles. J'en ai mis quelques-unes, cité quelques-unes sur la page, mais il y en a encore énormément plus. Il y a un grand nombre d'agences. Certaines sont spécialisées dans certaines langues, certaines sont spécialisées dans certains domaines. Voilà, si vous avez des questions par rapport aux agences, je serais heureux d'y répondre. Euh, il est clair que pour vous, moi par exemple personnellement, je préfère travailler en direct avec les éditeurs étrangers, mais je suis une exception je crois quand même encore dans le paysage éditorial coréen, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui y travaillent. Euh, voilà, je pense que la majorité des éditeurs coréens encore, même si c'est peut-être un petit peu en train de changer, la majorité des éditeurs coréens préfèrent encore travailler avec des agents comme intermédiaires, qui jouent un rôle évidemment primordial dans la sélection et la distribution des nouveaux titres dans le marché coréen, notamment pour des questions de langue bien sûr, mais aussi pour des questions de pratique professionnelle et des questions certainement de familiarité et de confort en fait pour les éditeurs coréens. Les agences jouent en général un bon rôle intermédiaire en sachant ce que les éditeurs étrangers ou les agences étrangères attendent et en sachant ce que les éditeurs coréens peuvent accepter et comment ils fonctionnent et comment ils travaillent en fait. Euh, donc j'ai mis pas mal d'informations sur les pratiques des agences coréennes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Bon, bien sûr, je pense que vous êtes certainement déjà familier de beaucoup de ces pratiques comme le système de commission et peut-être le système de tarifs fixes par contrat. Donc les agences se rémunèrent par commission sur les droits et sur les avaloirs et par ailleurs sur base de tarifs fixes par contrat et qui sont donc appliqués aux éditeurs coréens. Euh, il y a il y a cette tendance que j'ai indiquée ici, pardon, excusez-moi, le fait qu'il y ait de plus en plus d'agents et d'éditeurs étrangers qui souhaitent travailler directement avec les éditeurs coréens. C'est une tendance quand même qu'on ressent, surtout pour les gros titres qui sont sûrs de vendre, bien sûr. Mais il y a des agences quand même très répandues comme l'agence Wiley récemment qui a pris la décision de ne plus passer d'agents de stop agents, donc d'agences coréennes, mais qui passent directement soumettre et communiquer avec les éditeurs coréens. Voilà, on va voir, l'avenir dira si ça marche pour eux, mais ça montre qu'il y a quand même une tendance de leur côté, ils souhaitent, je pense, ils se rendent compte que d'abord la barrière de la langue n'est plus aussi importante qu'elle ne l'était, et qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à connaître ses interlocuteurs directement. Il y a plus de transparence et donc, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont décidé de travailler directement avec les éditeurs coréens. J'ai fait un petit tableau ici avec mon travail avec un agent ou directement avec l'éditeur pour l'interrogation. J'ai vu que pour la plupart d'entre vous, c'est encore clair qu'il vaut mieux travailler via un agent. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a pas mal d'avantages à ne pas le faire et à travailler directement avec l'éditeur. C'est à vous de peser le pour et le contre, et tout comme de peser le pour et le contre du type de relation exclusive ou non exclusive que vous voudrez établir avec un agent. Euh, Là aussi, il y a du pour et du contre, ça dépend vraiment de vos besoins. Alors, bien sûr, lorsque vous communiquez avec les agents coréens, ce sera probablement en anglais ou en français. Dans certains cas, il y a pas mal d'agences qui ont des francophones ou des agents qui parlent, au moins un agent qui parle le français ou qui peut l'écrire et le lire en tout cas, parce que la littérature française ou francophone, c'est quand même partie des littératures les plus représentées dans les traductions ici. Donc, pour pouvoir savoir ce que l'on vend, forcément, la plupart des agents coréens ont des francophones dans leur staff. Euh, mais au niveau des éditeurs, c'est relativement rare. Les éditeurs coréens, en général, c'est l'anglais et le japonais ou le chinois dans certains cas, mais en tout cas, pour les éditeurs canadiens, je pense que la lingua franca, comme en général, j'imagine dans beaucoup de pays, ce sera l'anglais. Euh, les principaux critères de sélection pour les éditeurs, pour les nouveaux titres à publier et à traduire sont bien sûr les ventes, bien sûr, le potentiel commercial du livre et parfois les prix littéraires, mais
c'est un rôle, euh, c'est c'est un rôle qui sera en fait très limité, parce que sauf dans le cas d'une Nobel de littérature dont j'ai parlé, il y aura assez peu d'impact sur les ventes. Donc même des gros livres, bien sûr, lorsqu'on gagne le prix Goncourt en France, on est pratiquement sûr de vendre, mais c'est pas garanti. Je sais que le Goncourt d'il y a 2 ans n'a pas encore été trouvé acquéreur ici en Corée. Ça montre aussi que les, euh, les éditeurs coréens actifs en littérature étrangère sont de plus en plus frileux et prudents, et s'ils pensent que le potentiel commercial n'est pas là, même si le livre a gagné un gros prix, ils vont pas l'acquérir. Euh, voilà. Il y a de gros défis pour vous en tant que vendeur de droits. Ces défis principaux sont bien sûr ce que moi j'appelle la zone de confort du lecteur, qui est encore assez restreinte. Il y a beaucoup de lecteurs qui ne sont pas très à l'aise avec la littérature étrangère, et donc euh, la curiosité, entrer dans la curiosité, eh bien, lorsqu'on est un peu fixé tout le temps ou limité aux best-sellers et qu'on ne va pas vraiment voir ailleurs, eh bien on ressent pas vraiment le besoin. Il y a clairement une grosse influence de la culture japonaise, de la culture occidentale, bien sûr, surtout américaine, euh, ici en Corée, mais lorsqu'on sort un petit peu de ces sphères-là, par exemple la littérature hispanique, africaine ou d'Asie du Sud-Est, en fait, ne sont d'abord peu traduites, et ça dénote un certain manque d'intérêt en fait de la part du public aussi, et les éditeurs sont conscients de ça. Bien sûr, les éditeurs ont un rôle à jouer, mais ceux qui prennent des risques et qui publient ce type de littérature un peu différente, hors des sentiers battus, en général, ils se rendent compte que ça marche pas fort encore. En tout cas, j'espère que c'est une tendance qui va changer dans les années qui viennent. Même chose pour l'histoire, beaucoup de thèmes qui intéressent, comme par exemple cette année, la seconde, enfin, j'ai écrit une Seconde Guerre mondiale, mais je voulais dire la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a on fête le centenaire. Je sais pas si fêter est le bon mot, mais oui, il faudra corriger cela. C'est pas Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, et en fait un thème qui intéresse peu ici les Coréens, on peut le comprendre. Tout ce qui est conflit au monde arabe, dans le monde arabe, le conflit au Moyen-Orient, aussi c'est assez peu vendeur, alors que ce sont des thèmes qui sont extrêmement courants et extrêmement vendeurs en fait dans des pays européens et en Amérique du Nord. Voilà, de manière générale, en fait, oui, les ventes, si le livre a beaucoup vendu, vous pourrez plus facilement le trouver acquéré ici en Corée. Donc, je parle du roman principalement. En termes de non-fiction, je pense que c'est moins difficile de vendre de convaincre des éditeurs, même s'il n'y a pas des normes euh, si on ne peut pas justifier d'énormes ventes dans son propre pays. Si le thème paraît intéressant, les éditeurs coréens pourront probablement plus facilement se laisser convaincre et essayer de le publier. En tout cas, en littérature, tout ce qui est fiction, c'est clair que les ventes jouent un rôle énorme. Euh, voilà, je voulais aussi vous communiquer certains conseils pour convaincre. Bien sûr, les conseils habituels, mettre en avant le potentiel commercial du titre pour le marché coréen, leur dire, essayer de convaincre l'éditeur que le titre peut marcher en Corée, même s'il est traduit, que ça n'a pas, ça ne va pas affecter son potentiel vendeur. Alors, il y a aussi une possibilité qui peut vous aider, c'est de faire réaliser vous-même des traductions, des traductions pas complètes bien sûr, mais des traductions d'extraits, et de les envoyer aux agents et les envoyer aux éditeurs éventuellement intéressés, et ça leur permettra de ne pas être effrayés surtout s'il s'agit du français, il n'y aura peut-être pas un lecteur en français sous la main parmi les éditeurs de cette maison d'édition là, et donc si vous leur euh, produisez une traduction qui est bien faite, les lecteurs pourront dire ah voilà quel type de livre c'est, et ils seront probablement beaucoup plus enclins à rentrer dans le livre et à voir ce dont il s'agit.
également faire en sorte, surtout lorsque vous êtes passé en direct, ou si vous voulez que vos livres soient découvrables en ligne par des maisons d'édition coréennes plus proactives et qui cherchent activement, et il y en a, c'est toujours bien que vos livres soient visibles en ligne et qu'il y ait suffisamment d'informations et si possible aussi en anglais, de l'information sur vos titres. Également, et là, je dois aussi faire une correction, je me suis rendu compte que hier, j'ai traduit, je devais être un petit peu fatigué hier, j'ai traduit un peu vite. Je voulais dire, en parlant des possibilités de la traduction, que bien sûr, les éditeurs coréens, ne sont pas les éditeurs canadiens, ne sont pas forcément au courant de la facilité qu'on peut avoir d'obtenir des aides à la traduction de la part, par exemple, du Conseil des arts du Canada. Et c'est en fait, dans le cas d'un éditeur coréen, obtenir ces aides à la traduction internationale, c'est en fait, si l'éditeur a l'air sérieux, c'est relativement facile que le coréen est une langue dans laquelle on ne traduit pas autant que dans d'autres langues. Et donc, j'imagine que le Conseil des arts du Canada essaie de promouvoir ce type de traduction-là. Et donc, il faut dire aux agents de passer le message, ou il faut dire aux éditeurs coréens, vous pouvez, sans trop de paperasserie, obtenir des aides importantes. Et ça peut parfois faire pencher la balance et aider à convaincre. Euh, Autre chose, bien sûr, c'est un conseil qui vaut pas seulement dans le monde de l'édition, c'est d'être patient. Mais ici, en particulier, je voulais dire, bon, il est très courant, très fréquent que les éditeurs fassent un peu le sous-marin, fassent un peu le mort, sans donner trop d'avis. Si vous voulez avoir un vrai retour, vous devez relancer l'éditeur ou l'agent et leur demander, voilà, bon, je veux savoir si ça vous intéresse pas, dites-le moi, mais ce que je veux savoir, et si ça vous intéresse pas, dites-moi ce qui vous intéresse, comme ça, après, je peux vous soumettre des titres qui sont plus adaptés à vos demandes. Donc voilà, être patient, mais aussi également relancer régulièrement pour avoir un vrai suivi. Euh, Également, au niveau très concrètement des termes des contrats, il y a une section de négociation ici dans ma présentation. Je vous laisse la découvrir par vous-même si vous le souhaitez. Des avances certainement moins importantes que dans d'autres pays, parfois même juste symboliques en fait, des avances parfois de 1000 $ US, d'équivalent de 1000 ou 2000 dollars US. Bon, en moyenne peut-être 3 ou 4 000. Mais ça peut être bien plus important si c'est un auteur très connu ou s'il y a une concurrence. Et parfois, il y a des records, par exemple, lorsque Haruki Murakami lorsque l'agent Haruki Murakami, l'agent japonais, a dit qu'il souhaitait vendre son roman de 2013, Le sang couleur, Tazaki Tsukuru et ses années de pèlerinage, au plus offrant, eh bien, il y a eu une concurrence assez acharnée et entre Minak Dongme, Minemsa qui l'a remporté, mais qui a mis sur la table environ, je ne sais pas si c'est le chiffre final, mais au moins 1,5 million de dollars US. Et c'est quelque chose évidemment qui grève très fort leur fonctionnement par après. Donc ils ont maintenant une politique assez agressive pour vendre ce roman pour lequel ils ont une avance assez lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont des exceptions et en général en Corée il n'y a pas vraiment de folie. C'est plutôt un investissement en fait que vous dépensez que vous n'allez pas obtenir une avance très importante, mais par contre, si l'auteur, si l'éditeur est sérieux, il va promouvoir le livre et essayer de trouver un lectorat. Et alors, si les ventes sont bonnes, eh bien, l'avance sera rapidement dépassée. Il y a une taxe légale de 10% sur les avances et sur les droits. C'est aussi important à savoir. Donc, lorsque vous obtenez une avance par exemple, de 3000 dollars US, euh, vous recevrez 90% de ce montant, euh, puisque l'éditeur retirera lui-même les 10%. Ou si vous avez un agent, vous recevrez moins, mais je veux dire, voilà, votre agent recevra 90%. Euh, Bon, on a parlé des premiers tirages, des statistiques sont dans la présentation, donc je pense je peux passer. Je voulais juste ajouter aussi qu'il est important, plutôt que la valoir ou la taille de la maison d'édition, il est important de s'assurer qu'il y a quelqu'un chez l'éditeur derrière ce projet, que l'éditeur est motivé par le projet. Si c'est un achat euh,
qui n'est pas vraiment motivé par un vrai désir de le publier, ça vaut peut-être même pas la peine de faire le deal. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont les yeux plus grands que le ventre et qui achètent beaucoup de titres et puis qui finalement, beaucoup de ces titres passent à la trappe et c'est vraiment bon, ils payent une avance, mais c'est une perte de temps et je pense pas que c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est parfois l'effet pervers du système d'agence qui pousse à la consommation et les agents en général ne sont pas vraiment inquiets du fait qu'un livre n'est pas publié. J'imagine que dans votre cas, le cas d'éditeur étranger qui a vendu des droits et surtout dans le cas de votre auteur, c'est quand même important que le livre arrive à destination et dans de bonnes conditions. Et donc, plus que la taille de la maison d'édition ou la valeur, c'est important de savoir d'être sûr, on peut jamais être sûr à 100%, mais d'être sûr que la maison d'édition et que l'éditeur est motivé et sérieux par rapport à ce titre-là en tout cas. De nouveau, je me répète, hein, soyez patient. Avant la publication, bon, il y a parfois beaucoup de retard. Bon, je pense pas que c'est particulier à la Corée. Ce qui est particulier à la Corée, par contre, c'est que tout est toujours urgent, hein, tout est fait en dernière minute, encore plus que dans d'autres pays, je pense, en tout cas dans mon expérience. Donc, peut-être qu'un éditeur va être en retard sur la publication, mais dès qu'il va commencer dès qu'il va commencer à travailler sur le livre, sur le design du livre, sur les corrections, les choses vont aller très très vite et on va peut-être vous demander de valider une couverture pour le lendemain ou d'accepter tel ou tel changement dans un délai très très rapide et donc il faut être réactif en fait, il faut être flexible et réactif. En termes de flexibilité aussi, flexible si possible, valider les changements souhaités par l'éditeur qui connaissent le marché le mieux. Et même parfois même les changements de titre. Je donne quelques exemples dans cette présentation. Il y a des changements de titre qui sont vraiment nécessaires ou qui sont même souhaitables. Et donc il faut faire confiance. Et dans la mesure du possible, sauf si ça a l'air vraiment exagéré, dans la mesure du possible, accepter les changements qui sont proposés par l'éditeur. Très important aussi, même si les choses sont dans le contrat, ça ne veut pas dire que le contrat est lu à la ligne. Ce qui se passe en général, c'est que les agents font des résumés des contrats avec les points les plus importants, mais ils passent parfois à côté de points qui sont un peu hors des contrats types. Et même dans vos contrats types, peut-être qu'on voit la nécessité de soumettre les traductions, de soumettre la mention de copyright ou de soumettre bien sûr la couverture. Si ce sont des choses qui sont importantes pour vous, insistez là-dessus. C'est pas parce que c'est dans le contrat que ce sera respecté. Insistez et dites bien à l'agent, dites bien à l'éditeur que c'est important pour vous. Comme ça, vous êtes sûr ou en tout cas vous mettez toutes les chances de votre côté pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise et vous recevez un livre tout terminé, imprimé, publié, sans que vous ayez votre mot à dire sur les choses qui pour vous sont, ou pour votre auteur sont importantes. Ceci dit, c'est toujours bien, donc, comme je dis, d'être flexible et de faire confiance au choix de l'éditeur, mais c'est à vous de dire, au-delà du contrat, c'est à vous de dire voilà, pour moi, c'est important. J'aimerais que vous soumettiez telle et telle chose pour que ce soit validé. Alors après la publication, bien sûr, un suivi est parfois nécessaire pour recevoir les exemplaires justificatifs, les relevés des ventes. Là, je l'ai mis dans la présentation tout simplement parce que je sais que dans le cas bon, les agents, bien sûr, font ce suivi, mais beaucoup d'éditeurs coréens qui ont l'habitude de travailler avec des agents n'ont pas l'habitude, lorsqu'il s'agit d'un contrat direct, d'être très proactif par rapport à ça. Et si l'agent ne leur dit pas une fois par an, donnez-nous les ventes, c'est pas la mauvaise volonté, mais parfois simplement c'est oublié parce que c'est fait partie du système, comment dire, des habitudes de la comptabilité. Et donc il y a parfois des titres qui passent comme ça à la trappe, les titres qui ont été vendus directement. Donc si par exemple vous faites un contrat direct, c'est un point sur lequel vous devrez vraiment insister, c'est d'avoir un suivi des ventes régulièrement, et pour ça vous devrez garder le contact. Et voilà, c'est aussi un des avantages de traiter directement avec l'éditeur, c'est que vous avez un contact pour les choses, pour ces choses-là très prosaïques, et puis pour d'autres choses, pour mieux le connaître et pour avoir une meilleure idée de la réception du livre en Corée.
très rapidement, pour vous donner une idée des pratiques courantes, j'ai mentionné la traduction indirecte, c'est quelque chose qui se faisait très très fort par le passé. Il y a beaucoup euh, de livres qui ont été introduits en coréen via le japonais, par exemple, même quand c'était des livres en- de la littérature anglaise, par exemple. C'est assez extrême, mais c'est comme ça par le passé. Maintenant, c'est plus le cas, bien sûr, de l'anglais, du français, on traduit plus via une langue intermédiaire. Ce sont justement les langues véhiculaires principales. Il y a beaucoup de livres de langues moins connues qui sont traduits indirectement via l'anglais ou via le français, justement. Donc, heureusement pour les éditeurs canadiens, il n'y aura pas ce type de pratique de traduction indirecte, mais qui peut paraître hérétique, mais qui est inévitable dans pas mal de situations, et donc il faut faire avec. Euh, Quelque chose d'un peu moins inévitable, c'est la scission d'ouvrages volumineux. Euh, on peut comprendre dans certains cas, par exemple, un ouvrage de 600 ou 700 pages. En coréen, en général, le nombre de pages est plus élevé. La traduction fait que, et la mise en page, la maquette fait que, en général, un livre coréen sera de 20 à même parfois 30% plus volumineux que le livre original. Et donc, ça, il faut bien être conscient. Et c'est pour ça que beaucoup d'éditeurs veulent scinder les livres en deux. Si scinder un roman en deux ou une thèse, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et beaucoup d'éditeurs se laissent tenter un peu trop facilement parfois, même si techniquement c'est possible de produire le livre en un volume, ils disent ah on aura une plus grande marge si on le publie en deux. Et c'est quelque chose que nous aussi Open Book faisons, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire, le marché est comme ça, quelque chose d'extrêmement fréquent et les Coréens, les lecteurs ne semblent pas être trop malheureux de cela. Peu se plaignent du surcoût que ça représente en fait pour eux. Mais c'est une pratique dont vous devez j'avais mis deux exemples sur lesquels on peut passer. Euh, D'autres pratiques courantes est bien sûr changer la couverture, changer le format et changer le titre du livre. Et également, en raison du système du prix fixe, après la période légale de 18 mois où c'est un maximum de 10%, après cette période de 18 mois, il y a beaucoup d'éditeurs qui, dès le 19e mois, vont brader complètement leur livre, ils veulent générer du volume de vente. C'est une pratique qui est assez courante et qui n'est pas vraiment souhaitable pour le marché. Euh, En général, je sais qu'il y a beaucoup de clauses de contrat qui disent que ce n'est pas admis, mais ce sont des clauses qui en général, par exemple, pas admis dans les 2 ou 3 ans de l'apparition. Ce sont des clauses qui sont en général pas vraiment respectées par les éditeurs coréens simplement parce qu'ils ne sont pas vraiment au courant de leur existence. Et puis les pratiques ici, c'est que voilà, on pratique de grandes réductions de prix dès qu'on le peut en fait. En tout cas, surtout aujourd'hui où beaucoup d'éditeurs savent plus vraiment quoi faire pour continuer à vendre des livres, malheureusement. Euh, un mot sur la traduction en Corée. Elle n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le croire. Donc, pour un pays qui traduit beaucoup, il y a encore beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont pas, même les éditeurs spécialisés en littérature étrangère, qui sont pas assez à cheval, assez pointilleux, assez perfectionnistes. Les traducteurs sont mal rémunérés. Les contrats sont vraiment très peu protecteurs de leurs droits et leurs intérêts. Il n'y a pas de syndicat de traducteurs pour essayer d'améliorer tout ça. Donc c'est vraiment une situation assez mauvaise pour les traducteurs. Et donc on peut comprendre que parfois ils sont pas les traducteurs qui acceptent de travailler à telles conditions sont peut-être pas les plus qualifiés et pas les plus motivés de faire des recherches complémentaires voilà, bon, la traduction c'est quelque chose d'extrêmement difficile et exigeant qui demande énormément de travail. Et bon, je pense que dans tous les pays, beaucoup de traducteurs indépendants ont du mal à nouer debout. En Corée, c'est certainement le cas aussi. Voilà, il y a des pratiques parfois un peu douteuses, par exemple des traducteurs qui sont censés être vraiment bons et qui livrent des traductions tellement mauvaises qu'on se dit que c'est pas parce que ce soit eux qui les ont faites, qui les aient faites. Donc voilà, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Je pense que la situation s'améliore, mais il y a encore beaucoup de chemin. Quelque chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est essayer d'avoir, même si c'est le contrôle que vous aurez est limité, essayer d'en savoir plus sur l'éditeur, sur le traducteur que l'éditeur aura choisi. Et
et essayer de savoir ce qu'il a traduit par le passé, et éventuellement proposer de mettre le traducteur en contact avec l'auteur ou même avec vous si le traducteur a des questions. C'est quelque chose qui ça peut aider en fait de créer des ponts, essayer de faire en sorte que la sélection bon évidemment la sélection, le choix du traducteur appartient à l'éditeur coréen, mais essayer de les aider ou leur dire, ou en tout cas leur dire que c'est quelque chose que vous considérez comme très important et vous aimeriez éventuellement, si pas avoir d'autres mots à dire, du moins vous assurer que le choix du traducteur est fait avec soin. Euh, voilà, donc je crois que j'ai plus ou moins euh, couvert. Il y a énormément à dire sur les traductions. Un, un mot aussi sur l'édition de traduction. En général, les éditeurs correcteurs qui travaillent donc dans les maisons d'édition devraient connaître évidemment les langues de source des ouvrages sur lesquels ils travaillent. Bon, dans le cas des éditeurs canadiens, ce sera l'anglais et le français. Ce sont effectivement les langues parmi lesquelles les éditeurs correcteurs sont les plus qualifiés. Mais ça reste encore aussi parfois très lacunaire. Il y a parfois dans certains cas des livres en français qui vont être édités ou enfin, corrigés. La traduction va être corrigée par un éditeur euh, qui ne connaît pas le français nécessairement. Et donc le travail de révision et de correction, parfois, a plutôt tendance, en fait, justement, en général, à être limité à un strict minimum. Ça vaut aussi pour la littérature coréenne, en fait, le travail, il n'y a pas vraiment d'ingérence réelle, comme il peut y en avoir par exemple comme en France ou en Amérique du Nord, je pense, où un éditeur va aiguiller ou donner des conseils vraiment appuyés à, à, à l'auteur. En littérature coréenne également, j'ai entendu dire que l'auteur est roi et on ne change pas grand-chose à ce qu'il a dit. Ce qu'on fait, c'est simplement nettoyer le texte, la ponctuation, l'orthographe et le reste, on ne fait pas vraiment de changement de style et pas vraiment d'ingérence de la part de l'éditeur. Donc ça a du bon et du moins bon et c'est juste une pratique différente, une approche différente. Euh, la littérature coréenne, bon là, j'en parle pas, c'est pas vraiment le sujet de cette présentation, mais sachez quand même que si vous voulez vous intéresser à la littérature coréenne, il y a aussi des possibilités de subsides à la traduction. Vous pouvez consulter les possibilités du LTI de Corée, donc le Literature Translation Institute de Corée, qui depuis presque 20 ans est actif dans la promotion de la publication d'œuvres d'auteurs coréens à l'étranger. Il y a la Foire internationale de Séoul. Je vous invite à venir, si pas cette année, peut-être dans les années qui viennent. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse se voir et surtout, si vous voulez apprendre à connaître le marché coréen, c'est vraiment une bonne chose à faire. Il y a des éditeurs canadiens qui sont venus l'année dernière parce qu'il y avait un Culture Focus sur le Canada à la foire internationale de Séoul l'année dernière. Je crois qu'ils n'ont pas regretté du tout leur voyage et les rencontres qu'ils ont faites. Si vous voulez rencontrer des agents et savoir avec qui vous travaillez et aussi si vous rencontrez des éditeurs, c'est vraiment une bonne chose à faire. Il y a beaucoup d'éditeurs coréens qui ne se rendent pas aux grandes foires, par exemple Open Books pour qui je travaille. C'est assez rare qu'on se rende à Francfort, à Londres, à Paris. C'est surtout les agents qui vont à ces grandes foires internationales. Euh, bien sûr, bon, la Corée essaye de renforcer son profil sur la scène littéraire internationale. Et avec un certain succès pour l'instant, il y a quand même un petit buzz autour de la littérature coréenne, traduite de plus en plus vers l'anglais et d'autres langues. Et aussi la ville d'Incheon, qui est une ville de 2 millions d'habitants juste à côté de Séoul. Lorsque vous atterrissez à l'aéroport de Séoul, en fait, vous atterrissez à Incheon. Incheon est très dynamique aussi et a été choisi par l'UNESCO comme la capitale mondiale du livre en 2015, donc l'année prochaine. Euh,
Voilà, je voulais conclure par quelques études de cas. Bon, vous savez, Bernard Werber est un succès phénoménal en Corée, donc ça c'est une chose. Il était peut-être pas euh, pourquoi lui et pas un autre, c'est difficile à dire, mais je crois que c'est une combinaison de chance et de talent, le talent de l'auteur, le talent du traducteur et le talent de l'éditeur qui a mis le paquet pour promouvoir. Il y a 20 ans, les fourmis ont été un énorme succès et ils le sont encore aujourd'hui. Les livres de Bernard Werber se vendent pratiquement chaque fois bien. Et en fait, ça a eu une influence énorme sur la traduction, sur le paysage de la traduction en Corée, puisque après le succès des fourmis, vers la moitié des années 1990, énormément de traducteurs ont suivi, d'éditeurs coréens ont suivi et ont décidé de traduire, de s'intéresser à la littérature française, francophone. Et, et donc, bon, tous n'ont pas été des best-sellers, mais je pense que là, l'éditeur de Bernard Werber a ouvert une brèche et, et dans laquelle il a vraiment profondément modifié le paysage littéraire en Corée, puisque ça a vraiment marqué le point de départ de beaucoup d'achats de licences et de traduction du français, mais par rapport à d'autres langues aussi. Euh, une autre étude de cas d'un livre qui s'est bien vendu, bon, 50 000 exemplaires, c'est pas énorme, mais pour un livre de Julian Barnes qui était publié par Open Books, justement, par nous, beaucoup de titres que nous avons publiés sans aucun succès. Il s'est vendu au compte-gouttes. Et dans le cas de Une fille qui danse, The Sense of an Ending, un autre éditeur a acquis les droits. Le livre a gagné le Man Booker Prize, mais c'est pas vraiment la raison du succès de ce livre. En fait, ils ont très assidûment et très intelligemment, je pense d'abord bien sûr faire appel à un bon traducteur, mais également pour le tout, le packaging et la promotion du livre a été vraiment très bonne. Et ils ont également changé le titre. The Sense of an Ending est difficilement traduisible et ils l'ont traduit d'une manière, ils n'ont pas complètement changé le titre, mais le titre coréen correspond à, peut être traduit comme les prémonitions ne trompent pas ou la prémonition ne trompe pas, et c'est ce qui était plus accrocheur pour les lecteurs coréens. Euh, et donc le livre s'est bien vendu, environ 50 000 exemplaires en 2012, l'année de sa sortie. Et maintenant, il vend toujours bien parce que il est vendu à 50% du prix, puisque ça fait plus de 18 mois qu'il est sorti et l'éditeur a décidé de mettre de nouveau le paquet en, en bradant malheureusement ses marges. Euh, voilà, donc je pense qu'ils ont dû vendre plus de 100 000 exemplaires ici en, en Corée. Un autre exemple, bon, Alain de Botton, évidemment, c'est pas un inconnu, mais son livre Essays in Love a été publié en 2012 et republié en 2007 par le même éditeur. La couverture de 2012 était un peu sombre. En 2007, ils ont repackagé le tout avec une couverture assez mignonne, illustrée, comme beaucoup de livres ici en Corée. Et surtout, le titre aussi, bon, au lieu de quelque chose qui a l'air un peu trop sérieux sur Essays in Love, euh, ils ont décidé de publier sur le titre de Pourquoi je t'aime, et ça a cartonné, ça a été un gros succès et ça l'est toujours. Euh, un autre exemple de succès de bon changement de titre, c'est un livre qui s'appelle Silent Speaks de Baba Rides, ça fait il y a plus longtemps, c'était à la fin c'était au siècle précédent, d'ailleurs, en 1999. Le titre avait été respecté, anglais avait été respecté, et y compris les sous-titres, ça n'avait pas trop marché. Et l'éditeur coréen a décidé de faire une nouvelle couverture et avec un nouveau titre qui est complètement différent, qui est le balayeur qui devint un saint. Et là, ça a vraiment cartonné et le livre a au total vendu, ce titre a vendu plus de 700 000 exemplaires à l'époque. Un exemple, et c'est mon dernier exemple, un exemple encore plus ancien, mais qui montre aussi que parfois c'est évident qu'il faut changer de titre. La série à succès Chicken Soup for the Soul a été traduite en coréen dans les années 90. Euh, Chicken Soup for the Soul, c'est pas traduit. Chicken Soup, c'est une expression qui n'est pas utilisée en coréen. Euh, Traduire le titre comme ça n'aurait eu aucun sens.
Et donc, ce que l'éditeur a fait, c'est de prendre le sous-titre Stories to Open the Heart and Rekindle the Spirit, donc en prenant un titre similaire, 100 et une histoires qui ouvrent le cœur. Et ça a très très bien marché aussi. Les trois livres publiés à l'époque ont vendu plus d'1 million d'exemplaires, mais dit-on. Donc c'était aussi un exemple de success story importante suite à un changement de titre et un packaging et euh, une approche intelligente du marketing en fait. Voilà. Alors, pour conclure, bon, je sais que c'est un peu une présentation mi-raisin que je vous donne. Le marché est très est moins ouvert qu'il y a quelques années parce que le marché est très dur. Les conditions du marché, les ventes ne suivant pas, sont vraiment très rudes pour l'instant et mettent à rude épreuve les éditeurs coréens et les éditeurs comme nous et comme nos concurrents en littérature étrangère et en jeunesse achètent beaucoup moins de droits qu'avant. C'est un fait. Mais ces tendances ne doivent pas être considérées comme un obstacle définitif, rédhibitoire. Il y a encore quand même des possibilités de vendre des titres à de bons éditeurs en Corée. Il y a encore un vaste potentiel, je pense, d'échanges et d'opportunités commerciales pour les éditeurs canadiens. Si vous savez les dénicher, il y a des possibilités de partenariat vraiment intéressants et présenter vos titres aux agents, présenter vos titres aux éditeurs, soyez convaincants et il y aura probablement de bonnes surprises à la clé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et j'espère que cette présentation vous y aura aidé quelque peu.